Bienvenue sur Outwild Podcast. Ce premier épisode, je l'attendais depuis longtemps. Et si vous êtes là dès le début, merci. Vraiment. Ça compte énormément de savoir qu'il y a des gens de l'autre côté dès le premier jour. Outwild, c'est un podcast pour ceux qui aiment la montagne, l'aventure et les histoires qui se passent là où le monde devient plus grand et plus silencieux. Et pour démarrer, j'avais envie d'une histoire que peu de gens connaissent. Celle d'un petit avion suisse, d'un glacier himalayen et d'une montagne qui avait résisté à tout le monde pendant des années. Imaginez un instant. On est au printemps 1960. Vous êtes quelque part dans l'Himalaya népalais, à plus de 5000 mètres d'altitude. Le froid est mordant, le vent souffle fort, et là, vous entendez un bruit de moteur. Un avion, un petit avion monomoteur qui descend vers vous, se pose sur la neige et vous dépose des vivres, du matériel et des alpinistes. Pas un hélicoptère, un avion à voilure fixe, sur un glacier himalayen. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire du Yéti, non pas la créature des neiges, mais l'avion qui a rendu possible la première ascension du Dhaulagiri, le 7e plus haut sommet du monde. Et croyez-moi, c'est une histoire qui mêle génie, improvisation, pannes à répétition, un crash spectaculaire, et quand même une victoire au sommet. Avant de vous parler de l'avion, il faut que vous compreniez ce qu'était le Dhaulagiri en 1960. 8167 mètres, le 7e toit du monde, et surtout, une montagne qui n'avait jamais été gravie. L'une des dernières de cette taille a résisté encore à tous les alpinistes de la planète. Rien que ça. 6 expéditions s'y sont cassées les dents. 6. Les meilleures équipes du monde, avec les meilleurs alpinistes de l'époque. Tous repartis bredouilles, certains avec des engelures sévères, certains simplement terrorisés par ce qu'ils avaient vu là-haut. Des vents à décrocher les tentes, des tempêtes qui surgissent en quelques minutes, une face nord d'une brutalité absolue, et certains alpinistes, des pointures, pas des débutants, avaient fini par déclarer publiquement que cette montagne ne pourrait probablement jamais être gravie. C'est dans ce contexte qu'un Suisse du nom de Max Heiselin débarque avec une expédition internationale au printemps, et lui, il a une idée que personne n'avait osé essayer avant. Heiselin, c'est pas juste un alpiniste, c'est un organisateur, un homme qui réfléchit à la logistique autant qu'à l'ascension elle-même. Et lui, il se dit, et si on amenait un avion? Pas pour survoler la montagne, pour atterrir dessus, directement sur les glaciers, directement sur les cols à haute altitude, pour déposer les alpinistes, le matériel, la nourriture. 100 semaines de portage épuisant. Il convainc le gouvernement népalais, et c'est une première absolue, jamais personne n'avait eu cette autorisation avant, de laisser un avion léger opérer sur les glaciers himalayens. L'appareil choisi, c'est un Pilatus Porter PC-6, une machine suisse réputée pour ses décollages et atterrissages ultra courts, robuste, fiable, enfin en théorie. Aux commandes, 2 pilotes suisses, Ernst Saxer, le pilote principal, et Emil Wick, copilote ET mécanicien. Ce détail, mécanicien, va s'avérer absolument crucial, vous allez voir pourquoi. Et l'avion, il lui donne un nom, le Yéti, mi-sérieux, mi-plaisanterie, parce qu'ils espéraient peut-être apercevoir le fameux homme des neiges depuis les airs. Les pilotes avaient là clairement le sens de l'humour. Le Yéti décolle de Zurich le 12 mars 1960, direction Katmandou, via plusieurs escales. Ils arrivent le 20 mars. L'aventure commence. Dès le 28 mars, le Yéti se pose sur le col de Dapa, à 5200 mètres d'altitude. Première dépose d'alpinistes. Premier ravitaillement. Mais déjà, un incident. À Bhairawa, près de la frontière indienne, l'atterrissage endommage le train d'atterrissage. L'avion est immobilisé. Wick, le mécanicien, vous vous souvenez, répare tout en 2 jours. 2 jours, à cette altitude, avec les outils qu'il avait sur lui.
Et en avril 1960, le Yéti accomplit quelque chose d'historique. Il se pose sur le col nord-est du Dhaulagiri à 5750 mètres d'altitude. C'est un record mondial, le plus haut atterrissage et décollage jamais réalisé par un avion monomoteur à voilure fixe sur un glacier. Un record qui restera dans les livres. Grâce à ces vols, l'expédition installe son camp avancé en quelques jours. Des rotations se succèdent, du personnel arrive, des vivres s'accumulent. Et même, détail qui montre à quel point cet avion changeait tout, un Sherpa atteint de pneumonie est évacué depuis le glacier vers une zone médicalisée. Une évacuation médicale à 5000 mètres, en 1960. Mais voilà, l'Himalaya n'avait pas dit son dernier mot. Il y a quelque chose que personne n'avait vraiment prévu dans tout ça. Les vols déposaient les alpinistes directement à haute altitude. En quelques minutes, vous passez de 1000 mètres à 5000 mètres. Le corps humain n'est absolument pas fait pour ça. Kurt Diemberger, l'un des plus grands alpinistes de l'histoire. 2 premières mondiales à son actif. Et Ernst Forer ont été déposés directement au col par le Yéti. Et dans ses écrits, Diemberger raconte que durant les premiers jours, ils pouvaient à peine bouger, déballer leurs affaires, cuisiner et même manger. L'avion avait résolu le problème du portage, mais il avait créé un autre problème, humain celui-là. Le corps a ses propres règles, et aucune technologie ne peut les contourner complètement. Et puis, le 13 avril, le moteur lâche. Peu après le décollage du col nord-est, une culasse éclate. Saxer réussit un atterrissage d'urgence à Pokhara. De justesse, le Yéti est hors service. Il faut commander un nouveau moteur en Europe. 3 semaines d'attente. 3 semaines pendant lesquelles l'expédition continue à pied via la vallée de Mayangdi et le col français. Épuisant. Mais ils tiennent. Le 4 mai, le Yéti reprend enfin ses vols avec son nouveau moteur. Le moral remonte. Mais il reste encore un dernier acte à cette histoire. Le Yéti décolle du col de Dapa. Et là, le manche à balai se brise net dans la main de Saxer. L'avion s'écrase en contrebas de l'ancien camp d'acclimatation. L'aile droite est détruite, l'hélice aussi. Par miracle, Saxer et Wick s'en sortent indemnes. Mais leur situation devient vite critique. Ils sont seuls sur le col. Pas de carburant, peu de vivres, et pas acclimatés pour rester là plusieurs jours. Ils attendent 2 jours. 2 jours à 5000 mètres, dans le froid. Le 8 mai, ils décident de descendre à pied vers Tukush. Ils arrivent à Pokhara le 12 mai. Le Yéti, lui, ne bougera plus jamais. Il restera là, sur ce col perdu de l'Himalaya népalais, pendant des décennies, progressivement dépouillé par les habitants locaux, les éleveurs de yaks, les randonneurs curieux. Au début des années 2000, il n'en restait presque plus rien. 6 hommes atteignent le sommet du Dhaulagiri par l'éperon nord-est, Kurt Diemberger, Ernst Forer, Peter Diener, Albin Schelbert, Nawang Dorje Sherpa, Nima Dorje Sherpa. La montagne imprenable venait d'être vaincue. Ce qui me frappe dans cette histoire, c'est la jeunesse de ces hommes. À l'exception de Diener, qui avait 31 ans, tous étaient dans la vingtaine. Et ils ont tous grimpé sans oxygène supplémentaire, sans bouteille, sans assistance artificielle, juste eux, la montagne et des années d'entraînement. 10 jours plus tard, Michel Vaucher et Hugo Weber les rejoignirent au sommet. La voile était ouverte. Quand j'ai découvert cette aventure, j'ai d'abord pensé que c'était une anecdote sympathique. Un petit avion, un crash, et puis voilà. Mais plus j'y réfléchissais, plus je réalisais que c'était beaucoup plus que ça. Le Yéti était imparfait, il est tombé en panne, il s'est crashé, il n'a pas pu terminer sa mission. Et pourtant, il a changé le cours de cette expédition. Il a permis d'installer des camps à une vitesse inédite. Il a prouvé que le soutien aérien pouvait transformer l'alpinisme himalayen. Même en échouant à moitié, il avait réussi l'essentiel. Parfois, les outils imparfaits font les meilleures histoires. Le vrai héritage du Yéti, c'est peut-être Emil Wick. Cet homme est resté au Népal après l'expédition. Des années.
des décennies, à former des pilotes locaux, à transmettre ce qu'ils savaient. Les vols vers l'Ukla, Jomsom, les vallées reculées du Dolpo, que des milliers de trekkers empruntent aujourd'hui. Ils doivent quelque chose à cet homme et à ce petit avion suisse baptisé Yeti. Voilà. C'est l'histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui. Un avion qui s'est crashé, des hommes qui ont continué à pied, et un sommet qui a finalement cédé. Si cet épisode vous a plu, partagez-le vite pour un prochain épisode.